OK, je pense qu'on va commencer. Euh, Bonjour à tout le monde. Bienvenue au webinaire d'aujourd'hui sur la gestion de la chaîne d'approvisionnement pour les soins de santé dans les contextes d'intervention humanitaire. Je m'appelle Greg Roche et je suis ici avec mon collègue Edward Wilson. Nous sommes tous les deux très heureux d'être avec vous pour vous donner un aperçu du programme Renforcement des capacités pour améliorer la gestion des produits pharmaceutiques et médicaux dans les situations de crise humanitaire et de catastrophe, et partager avec vous une partie du contenu d'un document ressource très important pour la gestion des produits de santé, les produits pharmaceutiques et fournitures médicales dans les situations humanitaires et de catastrophes, et que nous allons partager avec vous après le webinaire. Les informations fournies dans le webinaire et dans le document lui-même sont les mieux adaptées au niveau débutant. Donc, on est sûr que vous voulez savoir à qui vous êtes aujourd'hui. Moi, je suis Gregory Roche. Je suis conseiller technique principal chez JSI, John Snow Incorporated. Je travaille en chaîne d'approvisionnement depuis plus de 20 ans et dans les domaines de l'évaluation des chaînes d'approvisionnement, la conception des chaînes d'approvisionnement et autres, et avec un accent particulier sur le développement des ressources humaines et des organisations. Edward, vous pouvez vous présenter? Merci Greg, je m'appelle Edward Wilson et je suis directeur du Centre JSI pour la transformation des chaînes d'approvisionnement des produits de santé. Je travaille dans ce domaine depuis une trentaine d'années et c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. OK, merci beaucoup. Donc, vous nous connaissez maintenant et on voudrait aussi vous connaître un peu. Donc, on va prendre juste une minute pour un petit sondage. J'espère que vous voyez maintenant, c'est écrit en pôle, c'est un sondage et nous voulons savoir là où vous travaillez. Voilà, je vois déjà des réponses. Donc, prenez quelques secondes. OK, une seconde. OK, on va arrêter et puis partager avec vous le résultat. Et vous voyez que c'est la vaste majorité qui se trouve quelque part en Afrique. C'est l'Afrique centrale, suivi de l'Afrique de l'Ouest, de l'Est et du Sud. Nous avons aussi quelques participants de l'Asie, en Europe et autres pays. Donc maintenant, je vais essayer encore. Nous voulons connaître vos années d'expérience dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement, dans l'humanitaire ou les urgences. Donc, si vous pouvez crocher, combien d'années d'expérience vous avez? OK, 2 secondes. Et voilà, je vais arrêter et nous voyons maintenant, voilà, donc vous avez quand même beaucoup d'expérience. Il y a un tiers qui a plus de 6 ans d'expérience, ça c'est très bien, et après ça c'est 3 à 6 ans, et maintenant 0 à 2 ans. Donc on est très content d'être avec vous et on va essayer de partager nos expériences avec vous. Donc, on va commencer maintenant et comme on vient de dire, pour le truc de vous présenter aux autres, utilisez la fonction converser ou bien chat si votre Zoom est en anglais. Si nous avons le temps, on espère avoir le temps à la fin du webinaire pour répondre à quelques questions. Si vous avez une question tout au long du webinaire que vous voulez poser, veuillez utiliser la fonction Q&R ou bien en anglais c'est Q&A.
utiliser cette fonction pour les questions parce que ça enregistre les questions et on peut les traiter à la fin de la présentation ou bien dans un email de suivi. Mais pour les présentations, pour vous présenter aux autres participants, vous pouvez utiliser Converser ou bien Chat. Donc, on procède maintenant. On va commencer avec une brève introduction et un aperçu du contenu du webinaire. Donc, nous souhaitons d'abord vous présenter rapidement le programme de renforcement des capacités du Bureau d'assistance humanitaire de l'USAID, BHA, grâce auquel ce webinaire est rendu possible. L'objectif global du programme est indiqué ici. Vous pouvez lire. Et le programme a plusieurs objectifs principaux et les voici notés sur le diapo. On va partager avec vous à la fin de la présentation, donc vous pouvez lire. Mais ce qui nous concerne le plus maintenant, c'est l'élaboration d'un l'addendum du manuel. C'est un manuel qui n'existe qu'en anglais, mais on a pu faire l'addendum en français et c'est l'addendum qui concerne la gestion de la chaîne d'approvisionnement dans les situations humanitaires et d'urgence, or que le manuel complet est pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement en général. Voici un aperçu des thèmes que nous allons aborder pendant le reste du webinaire. Nous passerons d'abord en revue certaines des distinctions fondamentales entre la gestion de la chaîne d'approvisionnement dans un contexte de service de santé stable et dans un contexte d'intervention humanitaire ou d'urgence. Ensuite, nous examinerons certaines pratiques et considérations générales pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement des produits de santé dans le contexte de la réponse humanitaire. Et enfin, nous vous fournirons quelques ressources supplémentaires que vous pouvez consulter pour obtenir d'amples informations à la fin du webinaire. Et je suis sûr qu'on est impatient de commencer, donc allons-y maintenant. Donc, comme on vient de dire, le but principal de ce webinaire est de vous présenter cette ressource qui est projetée ici, c'est l'addendum 2020 au manuel du gestionnaire de la chaîne d'approvisionnement JSI et de vous donner un aperçu du contenu de l'addendum du manuel sur la gestion de la chaîne d'approvisionnement pour les soins de santé dans le contexte d'intervention humanitaire. Notre temps pendant ce webinaire est limité. Nous allons donc vraiment donner une introduction à l'addendum dans l'espoir que vous accéderez à ce document après le webinaire et que vous continuez à l'apprendre par vous-même. Vous pouvez voir le lien vers le manuel ici et on va partager avec vous à la fin de ce webinaire. Également, on enregistre le webinaire et on va partager le lien avec vous pour que vous puissiez consulter après ou bien partager avec vos collègues. Donc, alors, Edward, je pense que cela aidera si nous commençons par définir ou expliquer à notre audience ce que nous entendons par un cadre de réponse humanitaire. Oui, merci Greg. En général, nous considérons qu'une intervention humanitaire ou cadre humanitaire est liée à un certain type d'urgence, soit en raison d'une catastrophe naturelle, soit en raison d'un événement d'origine humaine, et cela contraste avec une situation stable dans laquelle nous gérons nos produits de santé au quotidien ou en routine en l'absence d'urgence. Une catastrophe naturelle peut être un tremblement de terre, un typhon ou tout autre événement lié à la géographie, à la géologie ou aux conditions météorologiques. Un exemple d'événement provoqué par l'homme serait un conflit armé qui déplace une population. La catastrophe naturelle ou l'événement d'origine humaine se produit généralement de manière soudaine et inattendue, mais peut prendre effet progressivement au fil du temps. Okay. Et nous pouvons déjà imaginer que bien qu'il puisse y avoir des similitudes, les problèmes entourant la gestion de la chaîne d'approvisionnement des produits de santé dans un contexte de crise pourraient être très différents de ceux auxquels nous pourrions être confrontés dans une situation stable.
Oui, et ces crises peuvent devenir d'autant plus complexes lorsque les populations touchées traversent les frontières nationales et nécessitent un soutien dans de nouveaux endroits ou lorsque les gouvernements locaux restreignent l'accès aux zones touchées. OK, bien. Donc, on revient plus en détail sur certains de ces problèmes de chaîne d'approvisionnement au cours de ce webinaire. Donc, on va penser un instant aux différentes fonctions de la chaîne d'approvisionnement que nous mettons généralement en œuvre. Elles sont représentées ici dans le cycle logistique. Je pense qu'il est juste de dire que ce sont des fonctions que nous effectuons normalement dans une situation régulière. Et je pense que nous avons besoin de ces mêmes fonctions dans une situation d'urgence impliquant une réponse humanitaire. Oui, dans le cadre d'une intervention humanitaire, nous continuons à servir les clients et les autres fonctions de la chaîne d'approvisionnement, telles que la quantification, l'approvisionnement, l'entreposage et les distributions, sont toujours nécessaires, en plus du personnel, des informations et d'autres fonctions de soutien à la gestion. Je pense que même si les types d'activités ou de fonctions de la chaîne d'approvisionnement qui sont mises en œuvre sont les mêmes, la situation dans laquelle on doit mettre en œuvre des solutions est souvent assez différente. Donc, des solutions seront spécifiques à la situation. Et généralement, dans un contexte d'urgence, tout doit se passer beaucoup plus rapidement afin de répondre immédiatement à la situation des crises et d'éviter des pertes de vie et avec des informations incomplètes et des systèmes perturbés. OK, très bien. Bon, maintenant que nous avons couvert quelques concepts et définitions de base, examinons maintenant notre premier sujet, certaines des distinctions fondamentales entre la gestion de la chaîne d'approvisionnement dans un contexte de service de santé stable et la gestion de la chaîne d'approvisionnement dans un contexte humanitaire ou d'intervention d'urgence. Cela donnera également une idée des transitions stratégiques qu'une chaîne d'approvisionnement de la santé traversera une fois qu'une urgence surviendra et une fois qu'elle commencera à se rétablir. Donc, on commence par examiner les distinctions entre les situations humanitaires et les situations stables dans 4 domaines généraux liés à notre chaîne d'approvisionnement. Il y a les objectifs de la chaîne d'approvisionnement, il y a le contexte de la chaîne d'approvisionnement, il y a les parties prenantes qui sont impliquées et certains défis de la chaîne d'approvisionnement qui sont communs aux opérations de réponse humanitaire. Alors, commençons par réfléchir à la façon dont les objectifs de la chaîne d'approvisionnement pourraient être différents dans les deux situations. Oui, nous pouvons commencer par observer que les systèmes de santé dans des cadres plus stables sont davantage axés sur la réalisation d'une vision à long terme pour la chaîne d'approvisionnement et pour le système de santé, qui vise à fournir des services durables, complets, de haute qualité, efficaces, accessibles, conformes aux priorités de prévention et de traitement des maladies, et souvent dans le but d'assurer des soins de santé universels pour la population. D'autre part, l'objectif de la réponse humanitaire est d'atteindre en premier les populations spécifiques qui en ont le plus besoin, plutôt que de viser à fournir des services efficaces à l'ensemble de la population. La chaîne d'approvisionnement soutient à son tour cette réponse rapide en fournissant les produits de santé nécessaires aux populations touchées par la catastrophe de manière rapide et efficace. Même si l'optimisation des ressources et la qualité du service sont toujours importantes, lors de la première intervention en cas d'urgence ou de crise, l'objectif principal de l'intervention est d'éviter des pertes de vie majeures causées par la catastrophe. Ces différences d'orientation et d'horizon temporel affectent le fonctionnement des chaînes d'approvisionnement et elles les obligent à se comporter différemment. OK, il existe également des différences importantes dans le contexte de la chaîne d'approvisionnement lorsqu'on examine des situations stables et humanitaires. Oui, par exemple, dans une situation stable, des choses comme la demande sont plus prévisibles et nous avons mis en
place notre chaîne d'approvisionnement de routine pour gérer un ensemble connu de produits de santé tels que les médicaments essentiels. De par leur nature, les opérations d'intervention humanitaire nécessitent généralement de très gros volumes d'articles de secours pour entrer dans un pays via des infrastructures potentiellement endommagées, souvent dans les jours ou semaines suivant le début de la crise. De plus, dans une situation d'urgence, il existe souvent un degré élevé d'incertitude de demande. Les caractéristiques démographiques des populations touchées varient et la charge de morbidité peut changer. Il peut également y avoir moins de capacités locales pour la distribution des produits et des processus réglementaires changeants, régissant l'importation, ce qui peut entraîner les délais incertains de livraison. Ce contexte peut également se traduire par des volumes de déchets importants si les ressources ne sont pas gérées correctement. Pour les opérations routines dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, les infrastructures et les capacités peuvent également être limitées, mais les politiques, les réglementations, les processus, les capacités à la demande, au moins, sont relativement prévisibles. De plus, des systèmes stables recevront et distribueront les commandes de marchandises de manière continue avec des cycles de planification, de prévision et de budgétisation de routine. OK. Et il semble que les acteurs ou bien les parties prenantes impliquées puissent être similaires. C'est vrai, des acteurs similaires, mais peut-être avec des rôles légèrement différents. Pour un système de santé stable, les soins de santé publique sont généralement fournis par une institution publique, telle que le ministère de la Santé, avec le soutien d'organisations de chaînes d'approvisionnement publiques ou parapubliques. Les ONG locales, les transporteurs ou d'autres fournisseurs de services logistiques et les bailleurs de fonds internationaux peuvent compléter les systèmes si nécessaire. Dans les interventions d'urgence, ces mêmes parties prenantes générales peuvent être impliquées, mais un ensemble spécifique de parties prenantes internationales peut également être impliqué dans un effort de réponse humanitaire. Les parties prenantes internationales qui entrent en jeu à la demande du gouvernement hôte pourraient inclure les organisations des Nations Unies, d'autres bailleurs de fonds internationaux, les sociétés internationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, d'autres ONG internationales et nationales, et les militaires peuvent également apporter leur soutien. Nous voulons également mentionner les clusters des réponses humanitaires. Les clusters sont des groupes d'organisations humanitaires à la fois onusiennes et non onusiennes, dans chacun des principaux secteurs de l'action humanitaire, par exemple eau, santé, logistique, etc. Ils sont désignés par le comité permanent interorganisationnel et ont des responsabilités claires en matière de coordination. Cependant, tout au long de la réponse, le gouvernement hôte est idéalement le centre de coordination et fournit des approbations de fonctionnement pour les organisations et les systèmes de cluster. Dans certains contextes, cependant, comme des conflits, il se peut qu'il n'y ait pas de mécanisme de coordination gouvernementale fonctionnel ou qu'il ait considérablement changé. Pour les gestionnaires de la chaîne d'approvisionnement des soins de santé, la situation d'urgence nécessite une coordination supplémentaire autour des exigences et des expéditions entre les bailleurs de fonds, les agences des Nations Unies, les ONG et les prestataires de services locaux, dont certains n'ont peut-être pas travaillé ensemble ou n'ont pas peut-être travaillé ensemble dans le pays touché auparavant. Merci beaucoup. Et maintenant, j'imagine qu'il y a toujours suffisamment de défis à relever lorsque l'on essaie de gérer tout ce qui doit arriver pour fournir des produits de santé et coordonner tous les différents acteurs. Ah, bien sûr, c'est vrai. Cette diapositive n'identifie que quelques-uns des nombreux défis. Nous pouvons en mentionner quelques-uns ici, mais je réfère nos participants à l'addendum dont on a parlé auparavant.
pour plus de détails. Très bien. Donc, essayons de voir quelques-uns de ces défis. Pensons maintenant aux défis qui existeraient, par exemple, si l'on travaille avec des infrastructures endommagées. Oui, dans une situation stable, notre infrastructure existe et tout le monde sait généralement comment fonctionner au sein de cette infrastructure, même si l'infrastructure n'est pas parfaite. Dans une situation d'urgence, selon le type et l'étendue d'une catastrophe, les infrastructures telles que les ports, les entrepôts et les routes peuvent être endommagées ou restreintes, parfois avec des points d'accès et des voies de transport changeant rapidement. Cela peut limiter la capacité d'importer et de distribuer les produits en même temps que de grandes quantités de produits sont nécessaires. Des évaluations rapides doivent être réalisées et régulièrement mises à jour pour déterminer les capacités locales et identifier les multiples options à utiliser pour garantir les plans de secours nécessaires à une réponse efficace. S'il y a des limitations de capacité, les livraisons doivent être hiérarchisées en fonction de leur impact anticipé sur la population touchée. Tout cela nécessite une coordination minutieuse entre les autorités d'exploitation des ports et des frontières et les partenaires importateurs pour que les expéditions soient traitées et déchargées dans des délais serrés. On peut aussi se référer à nouveau à l'un des clusters de réponse humanitaire que nous avons évoqué plus haut, le cluster logistique. Ils aident à coordonner les évaluations des infrastructures endommagées et assurent également souvent l'entreposage et le transport en ondes de tous les premiers intervenants. Très bien. Et quel est le défi lié à la gestion des dons non sollicités? Oui, dans de nombreuses catastrophes, le don d'articles non sollicités peut être un résultat malheureux. Les articles donnés peuvent ou non répondre aux besoins réels et ils peuvent ne pas être conformes aux normes acceptables dans le pays d'accueil. Ces articles imposent une pression supplémentaire sur les ressources locales et nécessitent un tri et une élimination appropriée s'ils sont jugés inutilisables. Merci. Et qu'en est-il de travailler dans des cycles de financement limités ou lorsque des restrictions de financement sont présentes? Eh bien, chaque organisation a son propre cycle de budgétisation, approbation et décaissement des fonds et ses propres règlements sur l'utilisation des fonds. Étant donné que la réponse humanitaire demande une action rapide, quelque retard que ce soit dans le décaissement du financement peut résulter dans une période très courte pour trouver et livrer les produits nécessaires. Le financement peut également inclure des restrictions contre l'achat de produits pharmaceutiques sans approbation préalable et certaines sources de financement peuvent ne pas couvrir spécifiquement les produits pharmaceutiques. OK, merci. Et j'espère que nos auditeurs vont pouvoir en savoir plus sur ces défis et d'autres dans le manuel. Examinons maintenant certaines des pratiques et considérations de la chaîne d'approvisionnement pour la gestion des produits de santé avant, pendant et après une réponse humanitaire à une crise. On commence d'abord par un rapide aperçu d'un cadre général dans lequel nous pouvons discuter des considérations relatives à la gestion de la chaîne d'approvisionnement pour les produits de santé dans un contexte humanitaire. Donc, que représente ce graphique? Il s'agit d'une conceptualisation des phases des efforts de réponse humanitaire qui s'inspire de conceptualisations similaires des agences internationales connues dans ce domaine. Nous examinerons chaque phase en détail, mais pour résumer ici, le cycle commence par la préparation avant la crise, puis la phase de réponse aiguë lorsque la crise se présente et les premières actions sont entreprises, puis une phase prolongée sur un plus long terme, et enfin la phase post-crise lorsque les choses reviennent plus à la normale. Nous venons de parler des spécificités du contexte de la réponse humanitaire. Ce contexte change au cours de ces phases.
informant les types d'activités que les organisations impliquées entreprennent et les exigences sur la chaîne d'approvisionnement. Et comment est-ce que vous pouvez décrire la phase de préparation? Et pendant la phase de préparation, les gouvernements et les partenaires planifient et mettent en œuvre des activités avant un éventuel événement humanitaire pour rendre leur réponse éventuelle plus rapide, plus résiliente et mieux adaptée aux besoins de la population touchée. À cette phase, des investissements peuvent être réalisés dans la structure de la chaîne d'approvisionnement, les politiques, les procédures, les capacités, le prépositionnement des fournitures clés, la formation des intervenants et d'autres opérations pouvant soutenir ces objectifs en préparant la chaîne d'approvisionnement à être plus agile et adaptée. Souvent, des organisations préparent des plans d'urgence pour guider leur réponse à des crises de types différentes. Okay, merci. Et comment pouvez-vous décrire la phase de réponse aiguë? De manière générale, pour notre contexte, la phase de réponse aiguë se situe juste après le début de la crise et lorsque les premiers efforts sont déployés pour faire face à la crise. Au cours de cette phase, le taux de mortalité peut augmenter à mesure que la population est exposée à la catastrophe et les efforts d'intervention se concentrent sur la prévention immédiate de cette mortalité potentielle. Si les ressources locales peuvent répondre aux besoins, alors elles le font. Sinon, le gouvernement hôte peut exprimer ce besoin et la communauté internationale peut se mobiliser. À cette phase, la chaîne d'approvisionnement se concentre sur la mobilisation rapide de produits et de fournitures vitaux dans les zones touchées en utilisant éventuellement des outils de prévision en kit pour obtenir une compréhension rapide des quantités nécessaires. À cette phase, nous privilégions généralement la vitesse et la réponse aux besoins immédiats, à l'efficacité et à la visibilité à long terme. Bien. Et qu'en est-il de la phase prolongée? Dans cette phase, le pic potentiel de mortalité est passé, mais la situation ne s'est pas complètement stabilisée. Les populations touchées peuvent ne pas être retournées dans leur foyer d'origine et les systèmes de santé en place peuvent ne pas être encore en mesure de fournir des services normaux. Les organisations d'intervention peuvent commencer à passer à la fourniture de services de santé de routine aux populations déplacées et peuvent commencer à renforcer les capacités des institutions locales pour revenir à un service normal. Les gouvernements et les partenaires peuvent également travailler pour soutenir la reconstruction des infrastructures endommagées pendant la catastrophe. Dans cette phase, les opérations de la chaîne d'approvisionnement pour les produits de santé peuvent évoluer pour devenir plus efficaces en améliorant les prévisions et en développant des opérations de planification des approvisionnements plus formalisées à partir de sources d'approvisionnement plus durables. En outre, les capacités des installations de prestation des services, de stockage, de distribution et des systèmes d'information peuvent s'améliorer et devenir plus cohérentes, tandis que la demande devient plus prévisible. Nous devons également reconnaître que toutes les catastrophes ne se transforment pas en une situation d'urgence prolongée. Dans certains cas, la communauté se remet d'une urgence aiguë sans une période prolongée. Et enfin, qu'est-ce que la phase après-crise? À ce stade, la situation s'est stabilisée. Le gouvernement hôte et ses partenaires recommencent à fournir des services réguliers et à renforcer leurs capacités à long terme. Dans cette phase, il est possible que l'on puisse mieux reconstruire les systèmes ou reconcevoir le système pour mieux l'adapter aux changements permanents qui ont eu lieu suite à la crise. La chaîne d'approvisionnement se concentre à nouveau sur les opérations de livraison de routine ainsi que sur la gestion des risques et la préparation à d'éventuelles crises futures.
La stratégie de la chaîne d'approvisionnement doit s'ajuster en fonction de la progression du contexte de la réponse humanitaire et du passage d'une demande moins prévisible à une demande plus prévisible et d'une offre moins prévisible, y compris des délais à plus prévisibles. OK, merci. On va essayer maintenant de regarder chaque phase un peu plus en détail. Allons-y. Mais gardons également à l'esprit que bien que nous ayons organisé les efforts de réponse selon cette série de phases, en réalité, le temps entre le début d'un événement humanitaire et la transition complète des interventions prolongées pourrait durer des semaines, voire des années, est à tout moment un seul pays ou une seule organisation d'intervention peut connaître des crises aiguës dans certaines zones géographiques, tout en soutenant le relèvement dans d'autres. En outre, certaines régions peuvent passer de la reprise à des crises aiguës. All right. Bon, nous avions dit que la phase de préparation se concentre sur les activités de préparation à une crise, une urgence ou un autre événement humanitaire. Quelles sont certaines des pratiques recommandées au cours de cette phase? Oui, voici une courte liste de pratiques qu'un pays ou un programme peut mettre en œuvre pour aider à se préparer. Ces pratiques peuvent être considérées comme des investissements dans la conception des processus, les ressources humaines, l'inventaire, les relations, les mécanismes de coordination, etc. Des éléments qui produisent des réponses plus rapides et plus complètes lors d'événements potentiels. Si un pays ou un programme peut faire des choses comme l'évaluation de la gestion des risques, avoir des listes de contrôle des préparations, s'engager à l'avance avec les organisations internationales de coordination, etc., nous pensons qu'ils seront mieux préparés à relever les défis de la situation d'urgence si et lorsque l'urgence survient. OK, peut-être nous pouvons mettre en évidence une ou deux de ces pratiques avec des informations supplémentaires. Bien sûr. Donc, par exemple, lorsqu'on pense aux listes de contrôle des préparations, le pays ou l'organisation peut déjà avoir un plan d'urgence préparé qui comprend planification des déploiements d'équipes internationales en cas de crise en répertoriant toute la documentation, les approbations et les éléments nécessaires à emporter, faciliter le dédouanement des expéditions de produits en répertoriant la documentation, les délais et les points de contact requis, et réduction des retards de financement en répertoriant les besoins de financement d'achat de produits ou d'embauche de personnel. OK, et qu'en est-il de l'élaboration d'une liste de produits vitaux, par exemple? Sûr. Ainsi, par exemple, en pensant à la liste de produits vitaux et à la planification de nos expéditions, la liste des produits vitaux ne doit inclure aucun élément susceptible d'entraver l'importation d'autres produits dans le même envoi. Par exemple, des substances contrôlées peuvent retarder le processus de dédouanement d'un envoi entier et en cas de crise aiguë, il peut être préférable d'exclure ces articles s'ils présentent un risque de retard pour la livraison en temps voulu d'autres produits ou fournitures vitaux. Eh bien, nous avions dit que la phase de réponse aiguë est le moment juste après le début de la crise et lorsque les premiers efforts sont déployés pour faire face à la crise. Quelles sont certaines des pratiques recommandées au cours de cette phase? À ce stade, tous les partenaires impliqués travaillent dans le but de minimiser toute perte de potentiel de vie. Cette coopération différera selon le type de catastrophe, mais la réponse inclura généralement une composante de soins de santé et la chaîne d'approvisionnement des produits de santé, qui est souvent gérée par plusieurs acteurs. Cela inclura les organisations chefs de file travaillant dans le domaine de la santé qui achemineront les produits vers les lieux de prestation de services. À la phase aiguë, une solide gestion de la chaîne d'approvisionnement pour les produits de santé devient particulièrement critique pour assurer la prestation de services vitaux. Et que
Que pouvons-nous dire sur la planification des conditions de livraison difficiles? Oui, eh bien, au-delà de l'urgence elle-même, il peut y avoir des problèmes d'infrastructure, de sécurité ou météorologiques auxquels on doit faire face. Par exemple, nous pouvons envisager de rechercher et de stocker du carburant pour les véhicules et générateurs afin de garder les produits au frais là où la chaîne du foie ne peut pas être disponible, y compris des équipements d'isolation pour étendre la portée de la chaîne de froid. Nous pouvons également essayer d'utiliser le déploiement en avant ou le prépositionnement de l'inventaire plus près des points de prestation de services dans les zones qui peuvent être coupées par les saisons de pluie. Et qu'en est-il de l'établissement d'une visibilité de base sur les stocks et les transactions? Oui, on peut imaginer que dans un contexte de crise avec différents partenaires présents et gérant probablement différents types de produits, un seul système d'information unifié n'existe probablement pas pour capturer les données logistiques de tous les produits de la même manière. Mais nous avons encore besoin d'avoir une certaine visibilité de base sur les transactions pour établir la demande, réduire le chapardage et ainsi de suite. Au premier stade d'un effort d'intervention, les partenaires de financement et les organisations chefs de file devraient au minimum exiger que les entrepôts centraux suivent les niveaux de stock et les quantités distribuées. De plus, cette approche devrait idéalement capturer des produits distincts en termes de médicaments, de formulation et de dosage, compter en nombre d'unités de distribution. De préférence, ce système devrait également s'étendre jusqu'au niveau de la prestation de services en saisissant les quantités de stock disponibles, les pertes des ajustements, y compris les reçus et les quantités distribuées aux destinataires au fil de temps. Les organisations prenant en charge le niveau de prestation de services peuvent déjà capturer une grande partie de ces données et peuvent simplement avoir besoin de remplir régulièrement un formulaire standardisé pour que des partenaires en amont puissent les consolider. Merci. Donc, nous avions dit qu'à la phase prolongée, le pic potentiel de mortalité était passé, mais la situation ne s'est pas complètement stabilisée. Que peut-on faire dans un pays ou bien dans un programme en termes de pratiques recommandées au cours de cette phase? Eh bien, par exemple, ils peuvent passer de l'utilisation des kits standardisés à l'utilisation d'articles individuels, transférer les achats à des sources locales plutôt qu'à l'intervenant d'urgence et gérer généralement les sources d'approvisionnement sur le long terme. OK. Parlons un peu plus de la transition de l'utilisation de kits standardisés à l'utilisation d'articles individuels. Oui, nous savons que les kits d'intervention d'urgence standardisés sont conçus pour soutenir les services de santé pour une population standard pendant une période donnée, souvent 3 mois. Les organisations qui stockent et prépositionnent les kits supposent également qu'ils seront principalement utilisés pour les urgences aiguës. Certains partenaires dans de nombreux contextes achètent et distribuent des kits au-delà de la crise aiguë en raison de la facilité relative et de la livraison rapide des kits, bien que l'utilisation continue des kits soit inefficace au niveau local, car les produits sous-utilisés s'accumuleront. Pour ces raisons, les organisations répondantes devraient passer à l'utilisation d'un produit individuel et non des kits à mesure que la prestation des services de santé commence à se stabiliser. OK, merci. Nous avions dit aussi que dans la phase post-crise, la situation s'est stabilisée. Le gouvernement hôte et ses partenaires recommencent à fournir des services réguliers et à renforcer leur capacité à long terme. Quelles sont certaines des pratiques recommandées au cours de cette phase? Comme nous l'avons dit, la phase de crise impliquant une mortalité croissante est passée et les systèmes se sont suffisamment stabilisés pour se concentrer sur le développement à long terme et les opérations de routine de notre chaîne d'approvisionnement en produits de santé.
Les organisations internationales qui se sont concentrées sur la réponse humanitaire partiront ou seront parties, et le gouvernement et les autres partenaires reviendront à soutenir les systèmes de santé et améliorer continuellement les performances. Les projets de reconstruction des infrastructures peuvent se poursuivre et les activités de routine de la chaîne d'approvisionnement dans les cycles logistiques se poursuivront. Dans le pays touché, le renforcement des capacités du personnel local doit se poursuivre dans l'attente d'une amélioration des performances de la chaîne d'approvisionnement à long terme. Cette phase est également une occasion pour les partenaires d'obtenir des commentaires de la communauté sur les réponses initiales, d'identifier des lacunes, des succès et des opportunités d'amélioration future pour les chaînes d'approvisionnement lors d'une future urgence. OK. Et je pense qu'on peut aussi trouver des cas où, au cours de cette phase, on constate que l'urgence a peut-être complètement transformé le paysage. La population peut être située dans de nouveaux endroits et les installations peuvent avoir changé pour servir ces personnes. Les efforts visant à redéfinir le système de santé et de la chaîne d'approvisionnement aideront tous les acteurs à déterminer la voie à suivre après la crise et comment tous les secteurs publics, ONG, commerciaux seront liés les uns aux autres pour couvrir la demande. Pour résumer cette partie du webinaire, nous voulons garder à l'esprit que si tout se passe bien à toutes les étapes de la réponse humanitaire, de la préparation à la phase aiguë à prolonger, puis post-crise, et si nos chaînes d'approvisionnement peuvent soutenir les services afin qu'ils peuvent atteindre les personnes touchées par les catastrophes, nous pouvons aider au fil du temps à construire des systèmes et des communautés plus résilients et viser le milieu de ce cercle, ce qui se traduit par une meilleure santé et une meilleure vie pour les personnes que nous servons. Cela nous amène donc à la fin du contenu technique du webinaire. Nous avons le temps de répondre à certaines questions qui ont été soulevées dans le Q&A. Donc, je vais trier les questions au hasard, mais je vois dans mon expérience avec les humanitaires au Nord Kivu, un grand défi reste les conditions de conservation des produits de santé dans les infrastructures ne garantissant pas leur qualité. Quelles sont les solutions alternatives à la qualité dans ces conditions où presque tout est délabré? Moi, je vais essayer de donner une idée et puis, Edward, tu peux compléter. Mais comme on a dit dans la phase préparation, il faut essayer maintenant, si vous avez identifié cela comme un problème potentiel, vous pouvez déjà essayer de prévoir une solution. Si, par exemple, vous anticipez la réception d'une grande quantité qui dépasse la quantité normale que vous gérez, peut-être vous pouvez identifier les autres lieux de stockage qui se trouvent dans le milieu et vous arranger, si nous avons besoin de cet espace de stockage, nous allons faire un contrat avec vous pour stocker les produits. Je pense que c'est au moins une partie d'une solution possible. Je ne sais pas, Edward, si tu veux compléter. Oui, c'est toujours très difficile. Je pense on peut essayer de trouver un lieu ou une situation, que ce soit dans un service humanitaire, sanitaire ou peut-être un partenaire qui peut servir d'entrepôt, au moins pour une période de temps. L'autre, c'est des prépositionner, comme Greg a dit, un moyen, comme un container qui pourrait servir d'entrepôt pour aider à garder la qualité. Et puis, troisièmement, c'est de ne pas garder trop de produits à la fois dans un endroit où on ne peut pas garantir la qualité. Bien sûr, c'est pas toujours facile parce que si on garde moins de produits, il faut avoir plus de transport. Et c'est toujours une question de trouver la balance entre la quantité de produits en stock et la capacité de transporter de nouveaux produits
et de nouvelles quantités là où on en a besoin. Mais faire le mieux qu'on puisse avec les ressources qu'on a, trouver un entrepôt parmi un partenaire ou même une autre société ou peut-être organisation locale qui pourrait servir d'entrepôt temporaire ou prépositionner un entrepôt ou une facilité pour garder la qualité ou garder moins de stock. En fait, ce sont quelques idées. OK, merci. Une autre question qui a été posée, que faire en cas de don non sollicité? Ça, je pense que c'est un problème parce qu'on veut satisfaire les besoins, mais en même temps, on doit faire attention à la réception de produits qui ne sont pas appropriés ou bien quelque chose. Bon, pour moi, je dirais, essayer d'abord d'être en contact pendant la phase préparation, essayer d'identifier quelques partenaires ou bien quelques acteurs qui pourront être la source des dons et maintenant expliquer ce dont vous aurez besoin ou bien les produits que vous ne pouvez pas recevoir pour une raison ou bien une autre. Ça, c'est pas toute la solution, mais je pense que ça peut contribuer. Je ne sais pas, Edward? Non, c'est ça. D'abord, c'est d'essayer d'éviter des dons non sollicités, que ce soit avec une préparation parmi les partenaires, que ce soit avec une coordination au moment de la crise où le gouvernement, avec ses partenaires, trie la réception des dons et évite autant possible l'arrivée des dons non sollicités. Ça demande une préparation, une forte coordination pour essayer d'éviter ces types de dons non sollicités et peut-être pas non utilisables. OK, merci beaucoup. Une autre question, comment maintenir le cycle de chaîne d'approvisionnement sans être interrompu après la réponse humanitaire? Moi, je pense que ça revient à la préparation, que vous essayez d'identifier des ressources supplémentaires qui seront dédiées à la réponse humanitaire, tout en laissant la chaîne d'approvisionnement fonctionner. Ou bien s'il faut prévoir des cas particuliers, on essaie de le faire pendant la phase préparation pour que vous puissiez réagir au moment de la crise. Oui, et je dirais que et s'il y a une phase prolongée, pendant cette phase, il faut aussi songer à l'avenir quand la situation sera normalisée et de planifier et de préparer déjà l'intégration de la chaîne d'urgence avec la chaîne normale. Je pense que la préparation avant la crise et la préparation pendant la crise pour une éventuelle normalisation de la chaîne d'approvisionnement est très importante. OK, merci beaucoup. Je trie toujours, nous avons quelques minutes. Comment mettre en parallèle les données épidémiologiques des maladies et les données des intrants consommation afin d'éviter les ruptures de stock ou éviter les produits périmés? Là, je pense que ça revient à la préparation, à prévoir déjà un système d'information que vous pouvez mettre en place dès que la crise se présente. Et maintenant, vous allez pouvoir définir quelles sont les données que vous voulez exploiter. Si vous pouvez déjà commencer la collecte des données épidémiologiques dans les zones touchées par la crise, et en même temps, vous essayez d'avoir les premières données logistiques. Ça va vous aider à comment est-ce qu'on dit, c'est pas coordonner les données, mais c'est pour comparer les données pour essayer de voir quelles sont les quantités nécessaires, soit à la base de la consommation ou bien pour essayer de prévoir à la base de l'épidémiologie. Oui, très souvent, il y a
La collecte des données épidémiologiques dans les sites Sentinelle pour essayer de savoir quelles sont les maladies qui surgissent après la crise. Et c'est vrai de coordonner entre ces données-là et les données sur les prévisions et l'achat pour qu'on puisse répondre aux maladies qui sont présentes pendant la crise est très important. Et parfois, c'est pas toujours les mêmes parties de l'organisation qui font ça, mais ça fait partie de la préparation. C'est de savoir comment est-ce qu'on va savoir les taux de maladie, quelles seront les données qu'on va collecter, quels sont les systèmes qu'on va utiliser, et pour la chaîne d'approvisionnement, qui va s'en prendre à charge, et puis comment est-ce qu'on va coordonner entre les deux pour qu'on ait une bonne planification et une bonne exécution pendant la période de crise. C'est vrai, la préparation pour toutes ces choses, c'est essentiel. Si on essaie de faire ça à la hâte, une fois que la crise est arrivée, c'est très difficile. OK. Il y a une deuxième question qui est un peu liée à ça. Quels paramètres considérer pour l'estimation dans un contexte de crise humanitaire? C'est un aspect souvent sollicité dès le début des crises, mais avec peu de données disponibles, peu de raisonnements soutenus pour élaborer les hypothèses. Là, je pense que souvent, on essaie de tirer les expériences des autres crises pour essayer de prévoir qu'est-ce qui peut arriver dans une nouvelle crise. Si je prends le cas de COVID avec comparaison avec Ebola, il y a, je pense, certaines similitudes entre les deux. Il faut comment est-ce qu'on appelle, des équipements de protection personnelle pour éviter la transmission, peut-être les produits pour le traitement ou bien pour vraiment répondre à la nouvelle crise n'est pas tout à fait semblable ou bien ce n'est pas les mêmes. Mais je pense que si on peut chercher les similitudes, essayer de voir, par exemple, dans l'autre crise, il y avait telle faiblesse avec la chaîne d'approvisionnement. Maintenant, est-ce que nous pouvons renforcer cet aspect de notre chaîne d'approvisionnement? Donc, essayer de tirer les expériences des autres crises pour essayer de prévoir qu'est-ce qui pourrait arriver dans une nouvelle crise. Oui, et en fait, il y a des différents types de crises. Il y a des crises de d'origine naturelle. Alors, s'il y a une inondation ou quelque chose comme ça, alors on va faire face aux maladies plus ou moins prévisibles à ces crises-là. Et on peut utiliser des données historiques ou des expériences des pays voisins pour prévoir quels sont des types de maladies auxquelles on va faire face. Et on peut planifier à cette base-là. Mais pour d'autres, comme le Covid, etc., c'est plus difficile parce qu'on ne sait pas exactement quel type d'articles, de produits de santé qu'on en aura besoin. Alors ça, c'est plus difficile et là, il faut avoir un moyen de très vite analyser le type de maladie et les besoins en produits de santé et de faire des prévisions et des achats et d'ajuster le système système d'approvisionnement pour faire face à ce problème. OK, merci. Bon, Edward, je vais essayer de vous lancer la question suivante. La législation dans certains pays est un frein, surtout dans le cadre des importations des produits de santé. Comment, comment concilier les urgences et les obligations administratives dans le pays? Oui, c'est toujours un défi et pour moi, ça va à la planification. Si on peut planifier, si on peut mettre d'accord avec avec l'administration, toutes les parties, tous les départements, au commencement, qu'au moment de la crise, quels sont les règlements les plus importants qu'on va respecter et quels sont les règlements qu'on va peut-être laisser pas tomber, mais on va mettre en veilleuse pour une période de temps.
Ça, c'est très important et c'est urgent. Si on essaie d'avoir cette discussion pendant la crise, c'est très difficile. Mais pendant la phase de préparation, de se mettre d'accord sur les types d'articles qui seront nécessaires pour faire face à des différents types de crises, et puis d'avoir un accord avec les autorités administratives sur les normes qu'il faudra respecter lors de la crise, ça, c'est essentiel. OK, merci beaucoup. Je vois qu'il y a toujours des questions qui viennent et il y a aussi quelques mots de remerciement pour la présentation. Je pense que nous sommes maintenant vers la fin et on est obligé de clôturer. Sinon, on va garder ces questions. On a la possibilité de garder ces questions et dans un email de suivi à la fin de la présentation, on va partager avec vous le guide, le lien au guide que nous avons présenté aujourd'hui. On va vous envoyer le lien à l'enregistrement de cette présentation et on va essayer aussi de répondre à certaines de ces autres questions pour traiter ces questions. Je m'excuse, j'ai perdu la voix. Donc, nous tenons à rappeler à tous que ce manuel sera partagé avec vous, comme je viens de dire. Nous vous encourageons à télécharger la version 2020 du manuel du responsable de la chaîne d'approvisionnement sur le site web indiqué. Vous pouvez charger le manuel complet, y compris l'addendum, ou bien si vous avez déjà le manuel, malheureusement, ça n'existe qu'en anglais pour le moment, mais si vous avez déjà le manuel, vous pouvez télécharger l'addendum en tant que document autonome. Le site web affiché a ces deux options et sera partagé avec vous à la fin du webinaire. Il y a beaucoup plus d'informations détaillées sur ce que nous avons présenté lors du webinaire dans le document, dans les contextes de chaîne d'approvisionnement dans l'humanitaire et les urgences. Quelques ressources supplémentaires, on va partager avec vous la liste aussi des liens, mais vous avez toute une gamme de ressources sur l'Internet, que ce soit les organisations internationales, que ce soit les Nations Unies ou bien que ce soit les autres ressources. Vous aurez les liens pour chercher. Pour certains, ça existe en français. Si c'est l'ONU, par exemple, beaucoup de leurs ressources se trouvent en français. Pour certains d'autres, on s'excuse, mais ça n'existe qu'en anglais. Et il y a aussi les clusters dont Edward avait parlé. Donc, on vous donne cette information sur ces clusters si vous voulez avoir d'amples informations. Voilà, donc c'est la fin du webinaire. On a identifié les distinctions fondamentales entre la gestion de la chaîne d'approvisionnement dans un contexte de service de santé stable et dans un contexte d'intervention humanitaire ou d'urgence. Nous avons identifié et décrit quelques pratiques et considérations générales pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement des produits de santé dans le contexte de la réponse humanitaire. Et nous avons identifié comment accéder à des ressources supplémentaires sur le sujet. Nous aimerions vous rappeler que vous allez recevoir l'email avec toutes ces informations, ne vous inquiétez pas. Voilà. J'aimerais profiter de cette occasion pour remercier Edward d'être avec nous aujourd'hui. Merci Greg, c'était mon plaisir. Merci et nous tenons à remercier tout le monde d'avoir pris le temps pour ce webinaire dans vos horaires chargés. Nous espérons que cela vous a été intéressant et bénéfique. Enfin, nous voulons être sûrs également de vous remercier tout le monde pour le travail très important que vous faites pour aider à répondre aux crises humanitaires dans le monde. Merci encore à tout le monde et au revoir.